disent, mais comment vous faites avec cette situation? Le pays tient encore. Et mon souhait, c'est que nous puissions sortir de cette situation à travers les efforts que nous aurons fournis par ce plan de redressement. Maintenant, si entre-temps, évidemment, la situation se décantait et qu'avec le fonds, nous puissions avoir un programme, tant mieux. Tant mieux, parce que le programme du fonds en tant que tel, ce n'est pas ça qui nous fait vivre. Le fonds, c'est une garantie. Parce que quand vous avez un programme avec le fonds, ça rassure les marchés, ça rassure les investisseurs. Mais la seule mesure de taxation des jeux de hasard nous donne des ressources supérieures au programme du fonds. La seule mesure de taxation des jeux de hasard. Cela veut dire quoi? Ce que le président a dit tantôt. Si nous croyons en nous, nous pouvons le faire. Et ça nous laissera une plus grande latitude à négocier librement avec tout autre partenaire bilatéral, multilatéral, pour les investisseurs également. Nous aurons au moins cette latitude-là. Les priorités sociales, effectivement, c'est pourquoi le plan que nous proposons n'est pas un plan d'austérité. Un plan d'austérité vise à comprimer les dépenses, à limiter les offres en biens et services, les services sociaux, pour pouvoir rétablir des équilibres. Nous trouvons les moyens de nous aménager des marges budgétaires justement pour renforcer cette offre sociale. C'est totalement différent et vous l'avez compris dans votre réaction. L'éducation nationale, c'est une priorité, c'est-à-dire c'est bien de faire des infrastructures, faire des autoroutes, faire des stades, de faire. Lu baax la mais bala nga naan naam ne fa Sénégalais yi li leen njëkk a yitteel mooy nañu faju nañu jàng nañu am dëkkuwaay nañu nu mu tuddati yooyu mooy seen priorité nañu am ndox nañu am courant fu ñu munti nekk ci réew mi. Et ça c'est les fondamentaux du développement. Le capital humain, c'est important. Et ça, c'est l'éducation, c'est l'enseignement supérieur. Malgré les contraintes, nous faisons énormément d'efforts pour ces secteurs-là. Si nous consentons à recruter d'un seul coup 500 enseignants du supérieur, plus que le recrutement sur les 10 dernières années, en un seul recrutement, et nous ferons les efforts. Les premiers retombées, c'est pour finaliser rapidement toutes les infrastructures des universités. En termes d'offres de lits, de restauration, en termes de construction de nouvelles universités, c'est une priorité pour nous. L'enseignement élémentaire, l'objectif de réduction des abris provisoires dans les plus courts délais. Donc ça, c'est des priorités. Et nous ne serons jamais, personne ne pourra nous mettre une pression pour changer ces orientations-là. Après, qu'on fasse en même temps les infrastructures qu'il faut, les routes, les autoroutes, les aéroports, c'est tant mieux, mais la priorité c'est de répondre aux besoins primaires des Sénégalais. La corruption, les surcoûts, c'est depuis qu'on est là. Nous avons créé à la primature ce qu'on a appelé le comité de relecture. Ce comité fait son travail. Beaucoup de choses ont été renégociées. Le dernier en date, c'est le contrat Aquaport avec nos partenaires saoudiens. Vous avez vu ce qui s'est fait dans l'électrification rurale avec Jean-Michel Sen. Les négociations. Les infrastructures, la construction des hôpitaux, la construction des salles de classe. Nous avons pu, par exemple, faire des économies de 30 milliards sur la construction des salles de classe. C'est 2000 salles de classe supplémentaires qu'on ajoute dans la construction. Je suis d'accord avec vous, la surfacturation est un fléau et elle s'accompagne toujours de corruption. Et c'est un combat que nous devons gagner. Indépendamment des aspects éthiques, moraux, chacun avec ses croyances. Mais l'État doit prendre ses responsabilités. C'est pourquoi j'ai posé la question tout à l'heure. On ne peut pas aujourd'hui passer par pertes et profits ce qui s'est passé. Et les actes qui doivent être posés sont en train d'être posés. Il faut qu'il y ait des gens qui répondent
On ne peut pas vous confier le destin d'un pays. Vous vous permettez d'établir des procédures parallèles pour endetter le pays dans l'opacité totale et léguer au régime qui suit, mais aux générations à venir, sur 20 ans, sur 50 ans même, une dette dont on ne connaît ni totalement les contours, mais surtout la destination, quelquefois. C'est pas ça, c'est un crime financier extrêmement grave. Il ne faut pas qu'on le banalise. Et ceux qui l'ont fait sont là. Oui, je suis d'accord pour les mesures d'accompagnement. C'est toute la stratégie de modernisation de notre administration. Oui, nous avons des fonctionnaires compétents, pour la plupart, intègres, pour la plupart. Vous savez, le phénomène de la corruption, le problème, c'est qu'il y a un noyau qui s'y livre de manière exponentielle et souvent, malheureusement, on jette l'opprobre sur toute l'administration. Je peux vous assurer, pour avoir été fonctionnaire moi-même pendant longtemps, qu'il y a des fonctionnaires extrêmement intègres dans les différentes administrations. Mais il faut moderniser cette administration. On n'a pas encore une administration totalement orientée développement. Nous sommes tous d'accord. Les questions de célérité dans le traitement des dossiers en sont une preuve. D'où la politique de modernisation, la digitalisation des procédures qui permettrait peut-être par un clic souvent de régler des problèmes. L'identité numérique qui est en cours de confection. Il y a énormément de chantiers qui sont en cours et qui, je n'en doute point, permettront de répondre à certaines de vos préoccupations. La simplification, oui. Les orientations que j'ai données pour la réforme du Code général des impôts, c'est d'abord revoir les taux de taxation à la baisse. Je le dis tout le temps, le meilleur impôt, c'est celui qui ne pèse pas lourd, mais assis sur une assiette très large. C'est ça qu'il faut rechercher. Je préfère avoir un taux de 5% appliqué sur une assiette de 1 million qu'un taux de 10% appliqué sur une assiette de 1000. Et c'est ce travail-là qu'on est en train de faire. Simplifier également les procédures et les impôts. Il y a beaucoup d'impôts, quelquefois. Et les Sénégalais ne s'y retrouvent pas. Quelquefois, ils peuvent être même de bonne foi, mais même pour les experts fiscaux, quelquefois, on maîtrise peut-être un livre du Code général ou deux, on a des problèmes pour le troisième livre, c'est très compliqué. Je crois que le travail de simplification a toujours été un vœu. Beaucoup d'efforts ont été faits, mais il faut renforcer. Maintenant, je crois que j'ai été très clair. Nous avons entamé un travail. Il y a des mesures qui sont faciles à évaluer. Et comme il nous fallait lancer ce plan de redressement, il était temps de le faire. Nous ne pouvons pas attendre de terminer l'évaluation de toutes les mesures. J'ai considéré que j'ai peut-être 60 ou 70% de mesures évaluées. Comme l'a dit le président, le niveau de précision, on y a mêlé tous les services, le ministère de l'économie, le ministère des Finances, les statisticiens. J'ai dit, je ne veux pas qu'on m'énonce des mesures sans les évaluer. C'est très facile d'énoncer comme ça, mais je veux que ces mesures soient évaluées. Parce que dans ma conception des choses, c'est très facile d'avoir un programme. Mais tant que ce programme ne vous dit pas comment on va le financer, c'est une profession de foi, ce n'est pas un programme. Et c'est ce qu'on a toujours fait dans ce pays. Regardez le presse Covid. Si vous lisez financement, nous allons voir les bailleurs, financement concessionnel, dons, tirage FMI, etc. C'est ça qu'on vous dit. Mais on ne vous dit pas comment on va faire nous pour mobiliser des recettes ici. Et ce travail, nous l'avons fait et les 50 milliards, considérez que c'est provisoire.
Je vous ai lu une dizaine de mesures sur la réduction du train de vie de l'État. Mais je ne peux pas vous dire tout de suite, quand on va mettre la centrale d'achat, qui va en dehors de quelques types d'achats très techniques, par exemple, l'acquisition de produits pétroliers ou les produits pharmaceutiques. On peut laisser la SAR, produits pétroliers, on peut laisser comment s'appelle l'agence qui s'occupe des produits pharmaceutiques. La PNA s'occuper de ces secteurs. Mais pour tout le reste, les mobiliers de bureau, les billets d'avion, le matériel informatique, tout ce que vous voulez, si on centralise les expériences ailleurs, c'est qu'un pays comme la France a ce qu'ils appellent l'agence pour les achats de l'État, AAE. Cette agence centralise les achats. Et les statistiques dont nous disposons, c'est que c'est des gains substantiels qui sont réalisés quand vous faites ça. Mais je ne peux pas vous dire tout de suite que ce sera 100 milliards ou 200 milliards. Le travail continue. C'est toutes les mesures sur ce plan-là. Mais j'ai pu vous assurer que toute charge non indispensable, superfétatoire, redondante, sera supprimée de l'administration. Par contre, cela ne veut pas dire aussi qu'il nous faut aller vers le misérabilisme. L'administration a besoin de moyens pour travailler et faire des résultats. Maintenant, nous n'avons pas dit que nous allons... Les mesures d'accompagnement, oui, mais nous n'en sommes pas encore là parce que nous ne sommes pas dans l'optique de tout de suite et maintenant de réduire des emplois. Et il y a un travail qui sera fait d'accompagnement dans les fusions, dans les suppressions de services. M. Abdelaziz Kébé nous parle de marge encore. Oui, il y a énormément de marge encore. C'est pourquoi moi je dis, repartez dans mes écrits mon livre Solutions de 2018. Ce que j'avais dit sur les marges budgétaires dont nous disposons. Et j'avais conclu que ma conviction, c'est qu'on n'a pas encore exploité peut-être le tiers même de nos capacités. Vous avez parlé des dépenses fiscales. Chaque année, je ne sais pas si ça se fait jusqu'à présent, il y a le rapport sur les dépenses fiscales. Nous allons y travailler. Les exonérations, regardez les renégociations dans le domaine des cimenteries par exemple. Mais on ne peut pas avoir une cimenterie qui en phase d'exploitation continue à avoir des exonérations. 15 ans, 20 ans, 25 ans plus tard, elle a des exonérations. Et vous savez c'est quoi? C'est minimum 300 milliards par an que nous perdons. Donc, sur les dépenses fiscales, nous sommes d'accord. Les restes à recouvrer, oui, mais ne prenez pas les chiffres tels quels, parce qu'il y a toujours un stock non viable dans ces restes à recouvrer. Ça a été toujours comme ça, et le travail sera fait pour apurer. Il y a, je n'ai pas voulu apurer le patronat, mais il y a la dette fiscale de 1700 milliards, qui n'est pas encore, qui doit être payée, mais on ne va pas vous les demander tout de suite. Je ne veux pas vous apeurer, mais c'est une marge également. Il y a eu des mesures de suspension durant la Covid, mais il y a d'autres types de dettes qui sont là. Mais pour accompagner justement le patronat auquel nous devons également de l'argent, on peut faire une convention de dette croisée. Vous nous devrez encore beaucoup. Mais nous sommes là aussi pour vous. Et tout ça, c'est des marges, effectivement. La répartition de la charge, impôt direct, impôt indirect, ça, toutes les économies sous-développées, malheureusement, ont cette inversion. Dans les économies développées, c'est le contraire. Évidemment, nous allons travailler à remonter cette pente-là et revenir à des équilibres plus acceptables. Les questions de transfert du recours et autres, je laisserai au ministère des Finances le soin de voir les meilleurs schémas. Douane ou trésor ou impôts, ils verront. La réforme de la fiscalité locale, c'est un chantier avec le ministère de l'Urbanisme et le ministère des Finances.
Dans le cadre de l'acte 4 de la décentralisation corrélée au pôle de développement, nous sommes en train d'y travailler. Mais si